Martin Michelot, bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, donc on vient de voir ce reportage. On a envie de se dire combien de fusillades faut-il pour qu'il y ait de nouvelles lois sur les armes à feu aux États-Unis ? Malheureusement, en étant tout à fait cynique, mais aussi un tout petit peu réaliste, on se rend compte que les fusillades ne font bouger les choses qu'à la marge. Les fusillades provoquent un émoi populaire, comme la fusillade de Newtown a pu la provoquer. Alors qu'est-ce qui a changé précisément après Newtown ? Ça a été un électrochoc quand même. Oui, Newtown a été un électrochoc parce qu'on s'est attaqué à des enfants, on s'est attaqué à des personnes vulnérables qui n'ont rien fait. Alors après Newtown, c'est vrai que Barack Obama, soutenu par l'opinion populaire, a fait passer des lois qui empêchent les personnes d'acheter des fusils semi-automatiques, des fusils dont se servent les personnes dans l'armée. Mais malheureusement, Barack Obama a aussi voulu aller un tout petit peu plus loin sur les vérifications d'identité, sur les contrôles de personnalité des personnes qui essayent de se procurer des armes. Mais malheureusement, ce n'a pas été possible pour lui parce que le Sénat a voté contre ces dispositions. Oui, y compris des sénateurs démocrates. Alors pourquoi on achoppe toujours sur cette question de vérification des antécédents à la fois judiciaires et psychiatriques en termes d'identité ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on se demande pourquoi tout le monde peut acheter des armes. On achoppe sur ces questions parce que c'est vraiment inscrit dans la Constitution américaine, dans le second amendement, que les Américains ont le droit de porter des armes. Et donc, toute disposition qui pourrait aller à l'encontre du fait de pouvoir acheter des armes pourrait être jugée comme étant inconstitutionnelle. D'ailleurs, même la loi que Clinton a votée en 1994, qui met justement la loi Brady, qui met en place des contrôles d'identité, a elle-même été jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis quelques années après. Donc on se retrouve vraiment dans une situation où les présidents ne peuvent que légiférer sur des marges qui sont très très minimes. Et donc Barack Obama peut légiférer sur l'achat d'armes, ce type semi-automatique, avec un certain nombre de cartouches, mais il ne peut pas toucher vraiment à ce droit fondamental qui est que les Américains puissent acheter des armes. Alors, pourquoi y a-t-il ce droit fondamental de pouvoir acheter des armes ? Qu'est-ce que ça veut dire de la société américaine ? On a l'impression que c'est un peu inscrit dans les gènes de l'Amérique. Alors, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle entre les gènes de l'Amérique et sa Constitution. La Constitution qui est vraiment le document fondateur des États-Unis. Alors, c'est inscrit dans le second amendement que les Américains ont le droit de porter des armes. Ça, c'est quelque chose qui est inaliénable et qui n'a pas été touché. Et on peut imaginer, comme on l'a vu dans le cas de la prohibition de l'alcool, par exemple, que le droit de porter des armes fasse l'objet d'un amendement constitutionnel. Or, c'est un processus extrêmement complexe qui requiert l'approbation des 2/3 des États et l'approbation des 2/3 du Congrès. Et donc là, Barack Obama, qui ne réussit même pas à obtenir une majorité sur certains aspects du port des armes, ne pourra jamais faire passer un amendement constitutionnel. Et c'est malheureusement vrai de le dire, mais ce sera le cas pour tous les prochains présidents. Mais alors, qu'est-ce que ça révèle de l'Amérique ? La nécessité, le droit de porter ces armes, qu'est-ce que ça veut dire des États-Unis ? Parce qu'on a le sentiment que ça remonte quand même à une période très très lointaine. Ça remonte à une période très très lointaine, mais il faut mettre en perspective le fait que les Américains soient vraiment très attachés à ces valeurs historiques qui ont été transmises par les pères fondateurs, par les personnes qui ont écrit la Constitution. Donc le fait que le droit de porter les armes soit inscrit dans ce second amendement est quelque chose qui touche profondément les Américains, qui les rappelle à leurs valeurs, à leurs racines. Cet amendement a été écrit notamment parce que c'était une période où les Américains essayer de se protéger contre des dangers qui venaient de l'intérieur et aussi une espèce d'autorégulation. Il est aussi inscrit dans ce second amendement que les Américains ont le droit de porter des armes pour pouvoir former des milices populaires. Et donc les Américains ont justement ce droit à l'autoprotection et c'est vraiment cette self-défense qui est inscrite et qui est inscrite profondément dans les gènes des Américains et qui explique qu'on se retrouve dans des situations comme aujourd'hui où beaucoup d'Américains ont des armes et n'hésitent pas à s'en servir. Alors, il y a certaines sociétés comme Starbucks, par exemple, qui ont interdit que les clients viennent avec les armes à la ceinture, parce que ça, c'est quelque chose qui peut se produire de façon assez courante dans certains États. Est-ce qu'il faut ce type d'initiative pour que les armes disparaissent peu à peu s'il n'y a pas de possibilité de légiférer ? Alors oui, c'est vrai que Starbucks a une popularité certaine aux États-Unis, mais bon, le problème de Starbucks, et là on parle presque en termes commerciaux, c'est que c'est quelque chose qui est identifié comme étant de la classe moyenne, de la classe supérieure.
Et c'est moins la classe supérieure que la classe moyenne et la classe très populaire qui a justement cette tradition de porter des armes. Donc c'est vrai dire que chez McDo ou chez Burger King, on ne verra pas ça. On ne verra sûrement pas ça. Et c'est malheureux parce que c'est vrai que c'est peut-être Burger King et McDonald's qui ont justement cet appel plus fort dans la population. Mais ça serait un suicide commercial pour ces compagnies-là de mettre en place des œuvres, enfin de mettre en œuvre ces démarches-là.